suis Camille Zaman de l'Université de Montpellier. On m'a chargé ce soir de vous présenter le sujet et l'intervenant de cette soirée. Donc ce soir, on va parler de nous, en quelque sorte, les êtres humains, et surtout des préjugés que nous entretenons à l'égard de la nature. Ça va se passer en 2 temps. On aura tout d'abord une présentation de monsieur Marc-André Sellos, que je remercie pour sa venue. Et ensuite, vous aurez un petit temps pour poser des questions, prendre la parole. On fera passer le micro dans la salle. Donc avant de vous laisser la parole, monsieur Sellos, je me permets de vous présenter rapidement. Vous êtes, alors j'espère que je vais le dire dans le bon ordre, vous êtes docteur en biologie, botaniste et mycologue. Vous travaillez essentiellement sur les questions de symbiose et vous participez également au comité éditorial de nombreuses revues scientifiques. Vous êtes également engagé dans la vie associative française. Et en plus de tout ça, vous êtes écrivain. Vous publiez depuis 2017 des ouvrages à destination des non-scientifiques, dans lesquels, en partant de récits un peu à la manière d'un conteur, de choses vécues, vues ou d'anecdotes, vous nous présentez les relations entre les êtres vivants sur notre planète. Donc on croise dans vos ouvrages autant des végétaux, des animaux, des champignons, des champignons beaucoup. Et parmi ces animaux, il y en a un qui nous intéresse toujours en particulier, parce qu'il a tendance à oublier qu'il fait en fait partie de cette histoire naturelle. Et ça va être le sujet de ce soir, à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage, donc Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle. Vous allez ce soir nous présenter à travers différentes idées reçues une nouvelle manière d'avoir notre relation au monde vivant qui nous entoure. Voilà. Merci de cette introduction. Notre vision de la nature, elle est encombrée d'un fatras de choses héritées, pas triées, pas choisies, et pas à la hauteur des impôts que nous avons investis dans la recherche. Notre vision de la nature, elle est finalement héritée de tas de choses qui nous ont précédés, notamment cette idée qu'on aurait été créé un petit peu différemment des autres espèces et qu'on aurait, dans la création, un statut un peu différent. La vision aristotélicienne s'est transposée avec la scolastique moyenâgeuse dans une représentation du vivant sous forme d'une échelle, l'échelle des êtres, où vous voyez les plantes un peu petites sont en dessous des plantes un peu grandes, au-dessus il y a les animaux, au-dessus il y a l'homme, et puis alors évidemment au-dessus il y a les anges, puis Dieu, et enfin la Jérusalem céleste. Cette vision finalement de l'homme tout à fait en plus en haut de l'échelle, elle persiste. À l'époque des Lumières, on décapite évidemment cette vision-là, on la laïcise en quelque sorte, et on obtient une échelle des êtres modifiée. Par exemple ici une version du milieu du 19e, où on a toujours l'homme au-dessus des quadrupèdes, au-dessus des oiseaux, au-dessus des poissons, qui sont au-dessus des coquillages, qui sont au-dessus des insectes, etc., etc., etc. Il y a cette vision de hiérarchie du monde. On est pétri en fait de l'héritage de tout ça, parce que vous voyez que finalement, ça c'est quelque chose qui traîne souvent dans l'imagination collective, et ça va même jusqu'à des incarnations modernes de la perte du paradis. Par exemple, on peut trouver sur des tas de sites web cette idée que l'homme, finalement, a bousculé l'équilibre du vivant. Comme s'il y avait eu un âge d'or que nous avons abîmé, que nous n'avons pas été capables d'entretenir, et que maintenant, voilà, c'est déséquilibré. D'équilibre, il n'y a pas, et je vais vous le montrer tout de suite après. Il n'y a pas d'équilibre, il y a juste une dynamique du vivant dans laquelle il serait temps de se réinscrire à l'aune des données que nous avons. Alors, je vous propose de travailler sur ces mythes qui nous entourent et d'essayer de partir de l'image que nous en avons pour reconstruire une image de la nature et de notre présence dans la nature, de notre position dans la nature, plus réaliste à l'aune des connaissances scientifiques actuelles. Il y a cette idée que être vivant, c'est être autonome. D'ailleurs, ça s'incarne dans le fait qu'on refuse parfois aux virus le statut d'être vivant sous prétexte qu'ils sont dépendants de cellules qu'ils doivent coloniser pour s'y multiplier et dont ils ressortent d'ailleurs en la détruisant, mais sans lesquelles ils ne pourraient se multiplier. Alors cette forme extrême de dépendance fait qu'on hésite des fois à les considérer comme vivants. Parce qu'on croit qu'être vivant, c'est être autonome.
Mais ça ne marche pas. Quand Matt Damon est seul sur Mars, est-ce qu'il est vraiment seul sur Mars? Ben non, il y a des patates. Non seulement il y a des patates, mais en plus, il y a un épisode assez croquignolesque où il ouvre les sacs d'excréments de ses coéquipiers pour les mélanger au sol martien et amener à la fois de la matière organique, oui, mais aussi des bactéries. Il y a aussi des bactéries sur Mars, là, qui permettent à ces patates de pousser. Et si vous y réfléchissez bien, ceci nous rappelle que nous sommes un peu comme les virus, des parasites de cellules. Sans une cellule qui a fait la photosynthèse quelque part, nous ne mangeons pas. Et même si vous mangez du bœuf ou du poisson, ils ont respectivement mangé des plantes ou des algues faites de cellules photosynthétiques. S'il n'y a pas un moment des cellules qui font la photosynthèse, et d'ailleurs aussi, éventuellement, des acides aminés essentiels et des vitamines que nous ne fabriquons pas nous-mêmes, s'il n'y a pas ça, on ne vit pas. Et alors, d'ailleurs, quand on les utilise, on fait comme les virus, on les abîme au point qu'elles n'existent plus en tant que cellules vivantes après. Alors évidemment, on n'habite pas dans ces cellules, topologiquement on reste dehors, mais enfin on est quand même dépendant de cellules dont le fonctionnement nous est vital et sans lesquelles on n'existe pas. La dépendance, c'est une loi du vivant, et d'ailleurs la dépendance, ça se voit en faisant le marché. Regardez toutes ces espèces dont vous dépendez. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie de sortir de chez vous, vous livrer à ce que j'appelle la méditation du frigo. Vous ouvrez votre frigo et vous regardez toutes les espèces qui sont là, présentes dans votre frigo. Alors non seulement vous pouvez voir ces espèces que vous allez manger, et donc avec lesquelles votre lien est quand même relativement intime, mais aussi les emballages en carton par exemple. Des fois aussi, quand vous vous regardez dans la glace, vous voyez toutes ces espèces. Le ver à soie, le cotonnier, le mouton, le bœuf. Oui, quelque part, ces liens, ils sont inscrits dans notre quotidien, alors on finit par ne plus les voir. Vous avez sans doute oublié les écosystèmes où sont produits les emballages comme l'aluminium ou le plastique, et les écosystèmes où sont produits les composants de votre frigo, et l'énergie qui fait fonctionner votre frigo. Enfin, tout ça, ça veut dire que, quelque part, vous êtes lié à ces organismes, et derrière ces organismes, à des écosystèmes, et derrière vos artefacts, à des écosystèmes dont vous êtes des membres. Après tout, ce que vous choisissez d'acheter, ce que vous choisissez de manger, ça a une influence, ça fait de vous un habitant de ces écosystèmes, puisque ça y change des choses, ça y produit des activités. En fait, vous êtes membre de ces écosystèmes-là, d'une certaine façon, parce que vous achetez des objets en bois, parce que vous achetez des produits agricoles. Vous y êtes consommateur, et vos choix de consommateur, ici, modifient la façon dont les choses sont gérées là-bas. Vous êtes aussi dans cet écosystème, d'une certaine façon. Vous y avez un rôle, parce que vous en mangez les poissons. Vous n'y êtes pas physiquement. Mais vous êtes bel et bien quand même, non seulement liés aux espèces qui y sont, mais aussi liés à ces écosystèmes-là, qui sont très loin de vous. Alors il y en a beaucoup de ces écosystèmes derrière tout ça. Et je vais vous donner un exemple du fait que vous êtes finalement étroitement liés à ces écosystèmes, et à ce qui s'y passe, c'est qu'en fait, quand on fait des bêtises dans ces écosystèmes, ça a des impacts sur votre santé. Par exemple, on vous dit, le poisson, c'est bien, mais pas plus de 2 fois par semaine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les littoraux sur lesquels on pêche les poissons sont pollués par des métaux lourds, du plomb, du mercure, j'en passe et des meilleurs, et donc il ne faut pas manger trop de poissons, sinon on a une alimentation trop riche en métaux lourds. On vous dit aussi, préférez les poissons de bas de chaîne alimentaire parce qu'ils contiennent effectivement moins de métaux lourds, ceux-là. Et puis surtout, ne mangez pas des poissons qui viennent toujours du même endroit, histoire de varier les métaux lourds et de ne pas avoir la malchance de manger des choses qui viennent d'un seul... voilà. Mais ce sont vraiment des préconisations sanitaires qui sont assez aberrantes parce que le poisson, pour le coup, on pourra en manger un peu plus souvent que 2 fois par semaine. Bon. Dans les agrosystèmes, alors vous pensez bien sûr d'emblée aux pesticides qu'on met et dont les résidus finissent dans les végétaux et finissent en vous. Mais moi je pense surtout au cadmium. Vous ne savez peut-être pas que le phosphate minier marocain par exemple, que l'on met pour faire pousser tout ça, il est contaminé par du cadmium. Ce cadmium passe dans les plantes, il passe en vous. Vous mangez 1,4 fois la dose maximale recommandée par l'OMS de cadmium dans votre alimentation, en moyenne. Un peu moins si vous mangez bio, où on n'utilise pas des engrais sous forme minérale, et ça veut dire que la moitié des Français, la moitié de cette salle est en surdosage de cadmium. Manque de chance, le cadmium, c'est pas bon pour les reins, c'est pas bon pour le foie. Alors, ça s'ajoute à d'autres causes pour les déficiences hépatiques et rénales. Bon, mais c'est pas bon. C'est pas bon non plus pour l'ossification. On a des enfants qui ont du mal à faire des boîtes crâniennes assez grandes pour abriter leur cerveau. C'est ça qui se passe. Et puis, c'est cancérigène, et notamment, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on a 3 à 4% de cancer du pancréas en plus par an en France, multiplié par
4 depuis les années 2000, c'est quand même assez violent. Et ça veut dire que vous êtes vraiment membre de ces écosystèmes et les salissures qui s'y produisent sont des salissures de vous. Donc il y a une étroitesse du lien à la nature qui peut nous nuire si on ne se la représente pas. Alors vous allez me dire, c'est désespérant tout ça, qu'est-ce que je fais? Attendez. Déjà, vous avez vu qu'on n'est pas autonome, mais vous n'avez pas tout vu. Vous avez peut-être l'impression que la personne qui vous parle depuis tout à l'heure, les personnes qui vous parlent depuis tout à l'heure, sont un peu solitaires. Elles sont toutes les deux sur scène. Bon, il n'en est rien, hein. Nous sommes des milliers de milliards sur scène. En effet, derrière nos organismes qui sont faits d'un bon 10 000 milliards de cellules, il y a sur et dans nos organismes tout un microbiote, c'est-à-dire un ensemble de microbes, de bactéries et de champignons qui habitent nos surfaces, qui habitent nos cavités, nez, vagin, tube digestif surtout. C'est autant de cellules de microbes dans notre tube digestif que nous avons de cellules humaines. Dieu merci, elles sont plus petites, donc ça fait 1 à 2 kilos seulement, et ça peut s'embarquer sans grand effort. Hein. Il y en a un petit peu moins, mais ça fait quand même encore sacrément d'habitants sur notre peau, et les autres parties de notre corps en contiennent encore moins, mais c'est encore beaucoup. Et tout ça, c'est 3 à 8 000 espèces de bactéries et de champignons unicellulaires qui habitent cette chose qui vous dit « je » et qui se croit individu alors qu'elle est habitée. Oui, habitée et habitée fonctionnellement, parce que figurez-vous que ces microbes ne sont pas juste des occupants d'un endroit où ils peuvent se nourrir, ils contribuent aux tâches communes. Ils ont d'autant plus intérêt que comme c'est l'endroit où ils vivent et l'endroit où ils mangent des sécrétions de la peau ou des morceaux de peau, une partie de ce que nous absorbons, eh bien ils ont intérêt à entretenir le bâtiment, ils ont intérêt à entretenir les lieux. Et ils ne s'en dispensent pas, ils contribuent à notre digestion, ils régulent notre métabolisme. En particulier, une des choses qui contribue à la satiété, c'est l'acétate que produisent les bactéries quand elles commencent à manger ce qu'on a avalé et qui envoie au cerveau. Cet acétate est une forme de signal qui contribue à l'impression de satiété. Il contribue aussi à la protection, il contribue à la régulation du système immunitaire, à faire des réponses immunitaires adaptées et mesurées par des molécules qu'ils émettent et qui régulent nos cellules immunitaires. Et puis, ils ont même des effets sur le système nerveux, sur l'humeur ou sur le développement du système nerveux. Alors, ça paraît à peine croyable. Vous allez dire, mais comment on sait tout ça? C'est simple, on le sait parce que ça ne marche plus. En fait, nous sommes habités d'écosystèmes et ces écosystèmes marchent de moins en moins bien. Et comme ils marchent moins bien, comme on retire des espèces de ces écosystèmes, il se passe exactement ce qui se passe quand on retire des lattes d'un Jenga, hein, ça finit par s'écrouler. Alors, nous vivons dans un pays où l'hygiène a réduit le nombre de maladies transmissibles par des microbes, mais dans le même temps, on a vu exploser les maladies dites de la modernité. C'est quoi ces maladies? C'est, par exemple, des maladies du métabolisme. Tiens. Les diabètes, l'obésité, des maladies du système immunitaire où celui-ci surréagit, allergie, asthme, mais aussi des maladies comme les maladies auto-immunes en fait où il attaque l'organisme, maladie de Crohn, sclérose en plaques. Des maladies également du système nerveux, les désordres autistiques d'une part qui sont multipliés par 3 tous les 10 ans en Europe, des maladies de l'âge comme le Parkinson, l'Alzheimer, et puis même des maladies comme le burn-out. Dans toutes ces maladies, on a au moins un travail en clinique qui montre que si on transfère des microbes du tube digestif d'un individu sain à un individu qui est malade, ça réduit les symptômes. On sait aussi que si on donne le microbiote, l'ensemble des microbes du tube digestif d'un individu qui présente ces symptômes à des souris, les souris développent des symptômes qui ressemblent. Alors entendons-nous, c'est des maladies complexes. Il y a aussi des causes génétiques. Il y a aussi des causes environnementales, la façon dont on mange, la façon dont on vit. Mais une des causes, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on compare ce qu'on a, nous, comme microbes, par exemple, dans le tube digestif, à ce qu'on a dans le tube digestif de populations qui ne vivent pas du tout à l'européenne, comme les Yanomami, ou qui ont quelques contacts avec les Européens, mais qui vivent quand même d'une façon très différente, les Gwaïbo et les Malawi, on s'aperçoit qu'on a 1,5 à 3 fois moins d'espèces. On n'a pas moins de cellules de microbes, on a moins d'espèces. Parce qu'on vit très proprement, on vit entouré de molécules comme des conservateurs, des antioxydants, qui sont mauvaises pour ces bactéries, des émulsifiants dans l'alimentation ou dans les crèmes de beauté.
Et quand on regarde un petit peu la composition microbienne des individus, alors là, les individus, c'est des points, ils sont d'autant plus proches que leur composition en microbes dans le tube digestif est semblable. On voit que ceux qui vivent à l'occidentaux ont des compositions microbiennes, des écosystèmes microbiennes très différents de ceux qui vivent d'une façon non occidentale. Ce chiffre de 1,5 à 3 fois moins, on le retrouve quand on se compare, nous, à des crottes de nos ancêtres qu'on retrouve et dont on peut extraire de l'ADN pour savoir quel microbe était dedans. On le retrouve aussi quand on retrouve des plaques dentaires de nos ancêtres et qu'on arrive à retrouver les bactéries qui avaient dedans par l'ADN qui reste là. On retrouve ce chiffre. En fait, c'est un des endroits où la chute de la biodiversité nous abîme le plus et montre en creux l'importance du lien fonctionnel qu'on a à tous ces microbes et aux écosystèmes microbiens qu'ils constituent, qu'on appelle le tube digestif, le vagin, l'oreille, la peau, mais qui sont des écosystèmes microbiens. C'est important parce que quelque part, nous avons une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est qu'en 2025, le quart des Occidentaux aura un ou plusieurs de ces problèmes qui abîment la vie, et quelque part, l'ambition, c'est de reconstruire notre microbiote, de reconstruire cette diversité. Alors comment fait-on ? Il y a plusieurs façons de faire, hein. D'abord, il faut cesser les coups de bâton, je vous le répète, les émulsifiants, les conservateurs, les antioxydants, les bactéricides, ceux de nos produits d'entretien par exemple. Les antioxydants et les conservateurs, il y en a dans tous les produits liquides que vous prenez, soit au supermarché, tous les aliments liquides que vous prenez au supermarché et qui ne sont pas fermentés, parce qu'il faut les stabiliser, et dans toutes vos crèmes de beauté ou dans tous les produits ménagers liquides qui vous entourent. Il faut arrêter donc ces coups de bâton, parce qu'on pense d'emblée aux antibiotiques, hein, mais c'est beaucoup plus ce à quoi on est exposé ordinairement, hein, dans notre alimentation et dans notre environnement physique, qui pose problème. Et puis, il faut les nourrir. Les nourrir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est bien de se doucher, mais il ne faut pas trop se doucher non plus, et pas forcément faire des douches savonnées tous les jours. On peut faire des douches pas savonnées ou juste passer un gant, parce que finalement, c'est des restes de notre peau et de nos sécrétions que se nourrissent les microbes de la peau. Et pour l'alimentation du tube digestif, eh bien, ce qu'il faut, c'est manger des fibres. S'il faut manger des fibres, c'est pas seulement que ça améliore le transit. En fait, l'amélioration du transit, c'est une des conséquences de l'amélioration de la diversité et du fonctionnement du microbiote du tube digestif. Et c'est pas juste que les fibres, ça fluidifie pour que ça sorte, hein. Non, non, pas du tout. C'est que ça améliore la motilité, le fonctionnement musculaire du tube digestif. Mais ça améliore plein de choses. Alors vous allez me dire, quelle fibre je dois manger ? Parce que oui, je le précise, ces fibres, vous ne les digérez pas. En fait, c'est des aliments pour vos microbes. Ils se nourrissent de ces fibres. Ce n'est pas vous qui les digérez. Vous leur amenez de la nourriture. C'est la carotte. Je l'ai dit, pas de bâton, mais des carottes. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je dois manger ? De l'avocat, du brocoli, et vous mangez de tout. Parce que ce n'est pas les mêmes fibres d'une espèce à l'autre, de végétaux, ça ne nourrit pas les mêmes bactéries. On compte qu'il faut non seulement manger 5 portions de fruits et légumes par jour, ça c'est la quantité, mais idéalement 20 à 25 espèces végétales par semaine. C'est assez dur, céréales comprises. Céréales comprises. Vous y êtes ? Ah tiens, il semblerait que la biodiversité externe puisse voler au secours de la biodiversité interne et que c'est encore dans notre relation à ces organismes que nous mangeons que nous pouvons faire quelque chose comme sauver notre tube digestif et notre microbiote. Vous sentez qu'on est au cœur de liens, on pourrait presque dire, et ça pourrait presque être le titre d'un livre, qu'on n'est jamais seul. L'idée, c'est qu'effectivement, nous sommes entourés d'espèces auxquelles nous avons des liens, et donc nous sommes liés aux écosystèmes où elles sont, que ces écosystèmes soient extérieurs ou intérieurs, nous ne sommes pas autonomes. Ces écosystèmes internes et externes sont des réalités que nous devons gérer mieux parce qu'il y a des opportunités, et je pense que sur le microbiote, vous l'avez ressenti, des opportunités de santé. Finalement, cette dépendance, tant qu'on ne l'a pas réalisée, c'est un problème, ça pose des problèmes, mais c'est une opportunité de trouver des solutions. Bon, c'est pas tout. Il y a ce mythe aussi de l'équilibre, je le mentionnais en introduction, que l'homme a bouleversé l'équilibre de la nature. Bon, la nature n'a jamais été équilibrée, parce que si vous regardez l'histoire, ça n'a pas arrêté de changer. Ça s'appelle la paléontologie, et on a des musées entiers qui nous montrent comment les animaux et les plantes qui vivent sur Terre n'ont pas cessé de changer. En fait, d'équilibre, moi j'aimerais vous parler d'évolution. L'évolution est un produit des Lumières, où Lamarck a proposé l'idée que les espèces changent, et ne soit pas simplement
qu'elles ont été créées. Et Darwin, lui, trop souvent crédité d'être le père de l'évolution, c'est pas tellement le concept d'évolution qu'il a trouvé, or c'était un grand pas en soi, il a plutôt trouvé un mécanisme qui est la sélection naturelle. Alors je sais que dans cette salle, il risque d'y avoir des évolutionnistes, ils vont me détester, mais je ne vais parler que de sélection ce soir. En fait, nous vivons dans un monde où il y a une diversité d'organismes au sein de la même espèce qui ne sont pas tous identiques, puis diversité d'espèces. Et dans des conditions données, eh bien, ces individus d'une espèce, ou bien ces espèces sont plus ou moins adaptés. Et donc, ils arrivent plus ou moins à survivre et à mobiliser des ressources pour se reproduire, sachant que s'ils se reproduisent, ils transmettront les gènes et les déterminants qui font que justement ils sont adaptés. Bon. Le problème, c'est que quand ils se reproduisent, ils ne se reproduisent pas. Si vous avez eu des enfants, vous savez que vous ne vous êtes pas reproduit. Ce n'est pas la reproduction de vous-même, un enfant. C'est un peu de gène de maman, un peu de gène de papa, sachant que du coup ça ressemble aux deux parents, mais en fait c'est quand même un peu différent, hein, parce que la résultante, elle est différente. Donc c'est pas vrai que les organismes se reproduisent. En plus, il y a des mutations qui arrivent. Donc même quand une bactérie se coupe en deux, au bout d'un certain temps, les bactéries produites peuvent être un peu différentes à cause des mutations. Donc finalement, quand les organismes adaptés produisent des descendants, ces descendants sont un peu différents, ils sont une nouvelle diversité, dans laquelle la sélection va de nouveau pouvoir trier. Voilà. Alors, quand on voit ça, on se dit, bah oui, ceux qui sont plus adaptés survivent et ont des descendants qui présentent les mêmes caractéristiques, et donc ces descendants-là ont des bonnes chances de se reproduire, voire même, comme ils sont un petit peu différents, ils ont une bonne chance d'être un tout petit peu mieux. Par exemple, en forêt, la première chose qu'on voit, c'est une terrible compétition vers la lumière. Et on se dit, ah oui, finalement, les arbres réussissent bien à capter la lumière. Bah oui, ceux qui survivent. Hein. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'il y a tous ceux qui avaient des troncs moins grands, qui ont eu moins de lumière, donc qui ont fait moins de descendants, et dont les traits génétiques qui ne permettaient pas d'avoir un grand tronc, un tronc très haut, ont disparu. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est qu'il y a une poubelle de l'évolution. Il y a les perdants. Ceux qui meurent parce qu'ils ne sont pas adaptés, brutalement, ou alors qu'ils ne sont pas très bien adaptés, donc ils se reproduisent moins que les autres, et quelques générations plus tard, leurs descendants, il n'y en a plus. Parce que le monde a été envahi par les descendants des plus adaptés. Il y a une poubelle sélective, hein, d'accord ? Alors cette sélection naturelle existe, et elle s'applique à l'homme. La couleur de peau de l'homme est un gradient coloré absolument superbe, et vous aurez peut-être remarqué que très souvent sous les tropiques, les peaux sont plutôt noires, alors que quand l'homme a gagné des latitudes élevées, les peaux ont pâli, ont blanchi. Pourquoi ? Alors, la peau blanche, c'est bien quand il n'y a pas trop de lumière, parce que ça aide, ça permet aux ultraviolets de pénétrer dans la peau, et ça permet la synthèse de vitamine D. Bon, ça c'est bien. Le problème, c'est que quand il y a beaucoup de lumière, et c'est ça qui explique sous les tropiques les peaux noires, ces ultraviolets, ils sont mutagènes. Et ils risquent, s'ils rentrent, de faire des dégâts. Donc il faut qu'il en rentre le moins possible. Assez, toujours, pour faire de la vitamine D, mais le moins possible, vu le flux qui arrive. Et du coup, quand l'homme est monté au nord, tous ceux qui avaient la peau trop noire, ils ont eu moins de descendants que les autres parce qu'ils avaient des problèmes de vitamine D. Entre autres, c'est un peu plus compliqué dans le détail, mais notamment ça. Et puis, dans le même temps, sous les tropiques, tous ceux qui naissent avec une peau blanche, ils ont plus de risque de cancer. Les Afro-Américains, dont la peau est noire, mais qui vivent dans les latitudes septentrionales, ne fabriquent que 20% de la vitamine D qui leur est nécessaire. Les anglo-saxons qui vivent en Australie ont 3 à 4 fois plus de cancer de la peau que les aborigènes. Voilà l'histoire. Nous-mêmes, nous portons les marques de cette sélection, et en creux, ça veut dire que des peaux pâles sous les tropiques, ça ne marche pas sur le long terme, c'est les perdants. Et des peaux foncées aux latitudes élevées, ça ne marchait pas. Bon, sauf que maintenant, on sait ce que c'est que la vitamine D, on peut supplémenter en vitamine D. Voilà. Bon, voilà ce que c'est que cette évolution. Alors, est-ce que la nature est bien faite ? Si vous demandez aux survivants, ils vous diront peut-être que oui, mais n'oubliez pas qu'il y a eu des perdants et qu'il y a un charnier de l'histoire. Ce charnier, il a existé pour l'homme en plein de circonstances. Notamment, les pathogènes nous ont infligé des cycles de sélection. On sait bien que lors de la peste noire, qui a, au XIVe siècle, tué entre
entre 30 et 60% des Européens, il y a en fait certaines formes génétiques qui ont disparu ou qui sont devenues très rares parce qu'elles étaient très sensibles. D'ailleurs, on sait qu'il y a aussi eu des individus qui sont plus sensibles au SARS-CoV-2 que d'autres et qui ont en moyenne été plus souvent présents dans les décès qu'on a eu au début de l'épidémie que les autres. Alors, il y a une différence entre la peste noire et le SARS-CoV-2. C'est qu'au moment du SARS-CoV-2, on avait un autre outil que juste de laisser mourir ceux qui étaient sensibles. On a eu des vaccins, on a eu des masques, on a eu donc de la prophylaxie et on a survécu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus que le produit d'une évolution biologique, mais aussi le produit d'une évolution culturelle qui nous permet de nous adapter sans attendre que les pas adaptés meurent. Tant mieux, hein. Mais pour le coup, cette évolution culturelle, figurez-vous que c'est guère qu'une évolution formellement. C'est le même mécanisme. Bon, il s'applique à des idées, à des pratiques, mais c'est la même chose. Il y a une certaine diversité culturelle à un moment. Les bonnes idées marchent, les mauvaises idées, les traits culturels inutiles ou nocifs, tendent à être contre-sélectionnés. Les trucs qui ne marchent pas, on ne les répète pas. Et en fait, nous transmettons cette information à d'autres individus de la même génération ou nos enfants. Qui a eu des enfants ou qui est enseignant sait très bien que cette transmission, ce n'est pas une reproduction. Il y a des petits bidouillages différents. Et chaque individu est à la fois unique parce qu'il a vraiment reçu l'information de ses donneurs, mais en plus, il est une combinaison d'informations tout à fait unique. Ben, ça recrée de la diversité. Et ça, c'est important hein, de voir que finalement, l'évolution culturelle, formellement, ça suit les mêmes mécanismes que l'évolution biologique. Ça veut dire que seuls les évolutionnistes peuvent en parler. Bien sûr, on a besoin de spécialistes de l'évolution culturelle, mais néanmoins, c'est le même mécanisme. Voilà. Alors, nous, on est finalement produit d'une évolution culturelle et d'une évolution biologique, mais figurez-vous que les deux discutent par-dessus notre tête et commencent à combiner des trucs qui nous arrivent aussi. On a, et c'est un trait culturel, des populations qui sont apparues en de multiples endroits du globe qui mangent des céréales. Riz en Orient, blé et seigle au Moyen-Orient, maïs en Amérique. On a des populations, comme en Europe, mais aussi différentes populations africaines, qui se sont mis non seulement à avoir des vaches, mais aussi à les traire pour avoir du lait. Bon. Ça, c'est des traits culturels. Mais dans toutes ces populations, je dis bien toutes, on a vu des changements s'opérer dans la population. En particulier, quand vous mangez des céréales, vous mangez beaucoup d'amidon, qui sont des molécules, c'est une sorte de tas de glucose qu'il faut découper avec des enzymes qu'on appelle des amylases. Et on voit que dans toutes les sociétés où on a une grande abondance de céréales, qui est toujours plus grande que des modes de vie, je ne sais pas, quand vous... des Inuits, par exemple, ou de chasseurs-cueilleurs d'Afrique, qui mangent beaucoup moins de céréales et qui ont moins d'amidon, eh bien, on s'aperçoit que dans la bouche, dans la salive des populations, des individus des populations qui mangent des céréales, il y a beaucoup plus d'amylase, cette enzyme qui attaque l'amidon. Alors, c'est une bonne et une mauvaise chose, hein, parce que, pour le coup, ça fait du sucre dans la bouche, et c'est une des choses qui fait que les caries sont apparues. Ça n'existe pas chez les chasseurs-cueilleurs, ça n'existe pas chez les Inuits. Mais le fait est que ça aide à digérer et que donc ça utilise mieux l'amidon. Et donc on a vu augmenter la fréquence des individus qui avaient une amylase salivaire intensément active. Il y en a toujours chez l'homme, mais dans les populations agricoles, cette amylase salivaire devient beaucoup plus active. Et c'est un trait génétique. De même, dans les populations qui boivent du lait, on a vu apparaître des individus adultes capables de digérer le lactose, ce sucre du lait, qui, si on ne le digère pas, pose des problèmes digestifs. Et d'ailleurs, c'est complètement anormal que des adultes digèrent du lait. Allez voir n'importe quelle espèce de mammifère, les adultes ne digèrent plus le lait après le sevrage, ils cessent d'en digérer. Eh bien, on a eu une sélection dans les populations humaines où il y avait du lait, des individus capables de digérer le lactose. Ça a permis d'utiliser mieux le lait. Avant, on faisait du fromage et on mangeait le fromage. Maintenant, certains individus peuvent boire le lait. Et c'est marrant parce qu'on voit souvent les gens qui ne digèrent pas le lactose comme des gens qui ont un problème ou qui sont bizarres, ou qui ne sont pas normaux. En fait, ce qui n'est pas normal, c'est de digérer le lactose à l'âge adulte. Mais c'est clairement un moment où la culture, tout comme pour l'amylase salivaire, la capacité de digérer l'amidon dans la salive, ou la capacité de digérer le lactose, c'est des moments où notre évolution biologique a été influencée
par ce qui avait été l'instant d'avant notre évolution culturelle. Voilà. Là encore, il y a quand même eu des perdants. Il y en a qui ont eu moins de descendants que les autres, qui ont moins bien mangé que les autres. C'est tous ceux qui regardaient le lait en attendant que ce soit un fromage et se le faisaient piquer entre-temps, ou ceux qui regardaient faire le pain, mais l'utilisaient moins bien. Aujourd'hui encore, on a des traits culturels qui déterminent en creux des sélections. Par exemple, nos modalités d'alimentation occidentale provoquent des augmentations d'obésité. Certes, il y a une partie du déterminisme qui est microbien, je vous le disais tout à l'heure, mais je ne vous ai pas caché qu'il y avait aussi un déterminisme génétique. Il y a certains gènes qui prédisposent à l'obésité. Or, regardez par exemple pour les femmes, plus l'indice de masse corporelle augmente, plus à partir d'un stade, la probabilité d'avoir des enfants ou le nombre de descendants moyens diminue. Et ça veut dire en creux qu'il y a une contre-sélection en cours. Et entre nous, c'est bien dommage parce que l'alimentation, aujourd'hui, on devrait pouvoir la contrôler. Mais c'est encore ici une histoire d'évolution bioculturelle. Dans une alimentation qui change, certaines combinaisons génétiques sont défavorables et ont moins de descendants. C'est implacable, ça s'applique à nous. C'est que nous avons toujours une évolution. Et chez nous, cette évolution, eh bien, elle est surtout culturelle, d'accord, mais elle est aussi biologique. Alors d'ailleurs, à propos d'évolution biologique, je voudrais vous dire un truc, c'est que une fois qu'on a admis que c'était une loi qui s'appliquait à tout le monde, y compris à nous, eh bien, on s'aperçoit que nous, on l'utilise très mal, cette loi. En fait, très souvent, quand nous essayons de gérer le vivant, nous remportons des victoires à la Pyrrhus. Vous savez, Pyrrhus, c'est un général qui a détruit son armée pour gagner une bataille, et donc le lendemain, il avait perdu, en fait. Alors, c'est quoi chez nous ? Comme on ne manipule pas conceptuellement ou dans notre action sur le vivant le fait qu'il évolue, eh bien, on arrive à des situations où on utilise des antibiotiques et puis finalement, les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. On a 25 000 cas de malades en France chaque année qui sont atteints par des bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est très très difficile à soigner, voire pas. Et on compte qu'on est sur à peu près 50 000 morts par an dans le monde à cause de ces bactéries résistantes aux antibiotiques. C'est la même chose quand on utilise des produits chimiques pour tuer un certain nombre d'organismes. Eh bien, rapidement, ils deviennent résistants à ces produits. Regardez ce que les dorifores ont fait. En l'espace d'une cinquantaine d'années, ils sont successivement devenus résistants à une cinquantaine de molécules destinées à les tuer. On a la même chose dans les coins où on a vraiment utilisé beaucoup de glyphosate. Aux États-Unis, notamment avec les sojas qui étaient résistants au glyphosate. On a glyphosaté à fond. Et on a sélectionné, vous voyez, dans la même durée de temps, sur une grosse cinquantaine d'années, on a sélectionné une trentaine d'espèces résistantes au glyphosate, tant et si bien que dans certaines régions des États-Unis, la question d'utiliser ou pas le glyphosate ne se pose plus. Alors on peut ne pas aimer le glyphosate, mais moi ce que j'aime pas, surtout ici, c'est une modalité d'utilisation de nos armes qui fait que ces armes ne sont plus des armes, même quand elles sont vitales ou quand elles sont bonnes. C'est qu'on n'a pas cette finesse. Alors on n'a pas cette finesse, ça dépend. Il y a des fois où on s'en tire, un peu empiriquement, regardez. La trithérapie, par exemple, où, par rapport au sida, on donne aux malades 3, 4 ou 5 traitements différents, ça, c'est une stratégie évolutivement très très fine. Pourquoi ? Parce qu'un virus peut bien muter pour devenir résistant à une des molécules que l'on donne aux malades, mais ça le permet de s'installer puisqu'il y a les autres molécules. Il faudrait qu'il ait, par chance, les 3 mutations qui permettent de contourner les 3 molécules. En fait, souvent, les trithérapies, il y a plus de 3 molécules. Il peut y en avoir 4 ou 5. Les 4 mutations qui permettent de contourner les 4 molécules. Et ça, la probabilité d'une mutation, c'est une chance sur 1 million. La probabilité d'en avoir 2, c'est une chance sur 1 million de millions. Et la probabilité d'en avoir 3, c'est une chance sur 1 million, 2 millions, 2 millions. Alors ça, la probabilité qu'il y ait un virus comme ça dans une population virale de malades, c'est quasiment 0. C'est pas 0. Et si jamais ça se passe, si jamais la charge virale remonte, vous foutez notre molécule, c'est fini. Ça s'appelle un mur sélectif, ça. C'est quelque chose qu'on ne manipule pas assez, c'est qu'il y a des façons d'utiliser les mécanismes de l'évolution pour durablement se débarrasser des emmerdeurs. Donc l'évolution, vous voyez, c'est aussi un outil. C'est pas juste un truc qu'on subit et qui se passe autour de nous. C'est aussi potentiellement un outil. De la même façon, on a beaucoup d'agronomes qui ont pensé des paysages dans lesquels les pathogènes ne peuvent pas se propager parce qu'on ne peut pas sélectionner celui qui réussit.
Regardez ici ce qui se passe. On a ici un champ avec une variété de blé. Au milieu, on met quelques spores de rouille jaune. C'est un désastre. Ici, on a plusieurs variétés de blé qui ont des résistances différentes qui sont semées ensemble. Bah là, quand la rouille jaune réussit sur un pied et qu'elle passe sur le voisin, elle a peu de chances de réussir. Et si jamais elle réussit, le même défi se pose à elle quand elle passe sur un troisième pied. Ça, c'est un paysage où on ne peut pas sélectionner une souche de rouille jaune qui réussit dans le champ. Alors, ça fait quand même de la maladie, mais ça retarde le moment où il faut mettre des pesticides. Tiens, voilà une solution par rapport aux pesticides de tout à l'heure. Voire même sallanil. Vous pouvez mettre des haies aussi, si vous voulez. Les haies, c'est une discontinuité entre deux champs voisins. C'est assez difficile à franchir pour des pathogènes. Et puis en plus, si ces pathogènes sont des insectes, ça abrite des chauves-souris, ça abrite... faut que ce soit une vieille haie. Hein. Les haies replantées il y a 10 ans, elles ne sont pas encore assez biodiverses. Mais les vieilles haies font ça. Bon, dommage, hein, on en arrache 25 000 km par an et on en replante 3 000 km. De jeunes qui sont moins efficaces que les vieilles. Oui, c'est un domaine où les vieux sont plus efficaces que les jeunes, le domaine de la haie. Bon, l'histoire, si vous voulez, c'est que on a des moyens de créer des paysages où on ne peut pas sélectionner le succès d'un pathogène. Mais on applique très peu ça. N'empêche que, espèces confrontées non seulement à l'évolution biologique de soi et des autres, espèce dotée d'évolution culturelle et donc de ce dialogue entre les deux qu'est l'évolution bioculturelle, où l'évolution culturelle façonne l'évolution biologique, espèce donc au cœur de plein d'évolutions, eh bien pour nous l'évolution c'est un truc qu'on enseigne comme un principe général, une sorte de toile de fond, et pas comme un outil, et pas comme une chose qui nous concerne intimement. Or, nous évoluons, et ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportés sans retour, nous ne pourrons jamais sur l'océan des âges jeter un jour l'ancre. Toujours, nous devrons évoluer. Alors, prenons ça en main, servons-nous de l'évolution comme d'un outil, là où elle peut être un outil, et concevons que ce n'est pas qu'un décor ou une histoire passée, c'est la porte de l'avenir aussi. Alors, il y a plein d'autres mythes, hein. On ne va pas les faire tous, mais on va parler un instant des déchets. Bah oui, parce que l'homme est la seule espèce qui produit des déchets. Alors en fait, c'est pas vrai. Hein. Sur ce paysage, c'est une balade en forêt, elle est un peu saccadée, je suis désolé, mais cette balade en forêt, c'est plein de déchets. Bah oui, vous avez vu toutes ces feuilles mortes, toutes ces branches mortes, là, jetées par terre par les plantes qui s'en servent plus? Bah oui. Alors, cette balade, quand même, elle est rafraîchissante, hein, parce que ça permet de respirer. Vous respirez quoi? De l'oxygène. Vous êtes conscient que c'est de l'urine gazeuse de plante. C'est un déchet de plante. Oui. Alors, c'est vrai que quand on voit les déchets que font les autres espèces, ils ont l'air recyclés. Pourquoi? Parce que quand un déchet apparaît, ça sélectionne lentement les espèces qui l'utilisent. Et donc, à la fin, les déchets paraissent recyclés. Le vrai problème, c'est les nouveaux déchets. On va y revenir. Pour l'homme, c'est les plastiques, par exemple. Ça, il n'y a pas encore eu la sélection des recycleurs. Mais ne pensez pas que l'homme soit singulier parce qu'il fait des nouveaux déchets. Les déchets ont souvent été nouveaux. Tiens, on parlait de l'oxygène, d'accord? Parlons un instant de l'oxygène. Il y a 2 milliards d'années, alors, bon, moi, j'étais pas né, mais il y a eu de gigantesques dépôts de fer. Alors, vous en souvenez pas, mais il faudrait que vous sachiez que en réalité, la plupart du fer que vous utilisez sort de mines où les dépôts ont eu lieu il y a 2 milliards d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a 2 milliards d'années, enfin, un peu avant, mais ils ont commencé à être vraiment efficaces vers 2 milliards d'années, sont apparus les organismes capables de photosynthèse. Avant, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Tout l'oxygène vient de la photosynthèse. Ce sont des petites bactéries qu'on appelle les cyanobactéries qui ont commencé à faire de la photosynthèse. Et ça a émis de l'oxygène, qui est un oxydant puissant, donc qui a bousillé pas mal d'organismes qui vivaient autour, qui n'étaient pas adaptés à ça. Ça fait des radicaux libres, l'oxygène. Il faut des équipements spéciaux pour tolérer ça et empêcher que ça fasse des dégâts. Et ça fait quand même des dégâts. Méry en sont la preuve. Ça finit quand même par nous abîmer, l'oxygène. Mais lentement, parce qu'on est adapté. Mais en plus, cet oxygène, il a rouillé le fer. Avant, le fer était sous une forme soluble, il traînait dans l'eau, voilà. Le fer ferrique. Bon, pardon, le fer ferreux.
Et puis, quand il y a eu cet oxygène, le fer a rouillé. Et le fer rouillé, c'est pas soluble dans l'eau, ça se dépose au fond des eaux, au fond des océans. Ça a donné ces gigantesques dépôts qu'on appelle les fers rubanés. Et puis après, il n'y avait plus de fer. Aujourd'hui encore, au milieu de l'océan, qu'est-ce qui manque? Pas l'azote, pas le phosphate, le fer. Vous pouvez toujours rajouter du phosphate ou de l'azote, ça ne fera rien. Les algues, elles pousseront si vous leur remettez du fer. Sur Terre, c'est un peu moins vrai parce que dans les sols, il y a des roches qui libèrent du fer, donc on arrive à se débrouiller. Mais le fer, c'est quand même un élément qui est devenu beaucoup moins abondant. Alors il y a aussi d'autres métaux qui étaient importants en moins grande quantité qui ont aussi rouillé et se sont déposés au fond des océans. Le bilan, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant 1 milliard d'années, ensuite, on voit très peu de fossiles et surtout, il n'y a pas d'évolution morphologique apparente. Ça a été une destruction massive des autres qui étaient sensibles et même de ceux sans doute qui faisaient la photosynthèse parce qu'ils ont commencé à manquer de métaux. Or, il en en faut un peu au moins. Voilà, 1 milliard d'années qu'on appelle en paléontologie le boring billion, le milliard d'années emmerdant parce qu'il ne se passe rien. L'évolution s'est enrayée. Bon, elle reprend, et notamment elle reprend avec des organismes qui sont adaptés à l'oxygène, d'accord, et au manque de fer, qui arrivent à survivre comme ça, et notamment vos ancêtres qui non seulement sont adaptés à l'oxygène, mais en plus le consomment pour la respiration. Et ça, c'est vraiment secondaire, et vous êtes un exemple de ces solutions qui apparaissent quand les déchets s'accumulent. En termes d'équilibre naturel, l'invention de la photosynthèse, ça n'a pas été un grand équilibre, d'accord ? Le vivant crée des déséquilibres, l'homme n'en est qu'un exemple. La biodiversité s'est souvent tirée des balles dans le pied dans l'évolution elle-même. Bon, l'homme est une balle de gros calibre tirée à bout portant, mais des balles qui ont affecté la biodiversité, il y en a toujours eu. Alors, il n'en reste pas moins que nous créons de nouveaux déchets, c'est toutes ces molécules qu'on appelle les xénobiotiques, comme pour dire qu'elles sont xéno-étrangères, biotiques à la vie, sauf que c'est un être vivant qui les fait, donc pour moi, c'est un mot un peu surfait. Enfin, en tout cas, ce mot, il indique, xénobiotique, ces nouvelles molécules qui sont apparues avec l'homme, et parmi elles, bien sûr, il y a les plastiques. Alors, le drame des plastiques, c'est que comme ils ne sont pas dégradés, ils se fragmentent. Ça fait des petits morceaux qui finissent par pouvoir boucher le tube digestif de certains insectes ou de certains vers de terre. Bon, alors on se dit, les pauvres vers de terre, les pauvres insectes, ça continue de se fragmenter. Ça fait des morceaux tellement petits qui peuvent rentrer dans votre peau ou qui peuvent rentrer par vos poumons, ou qu'ils se nichent dans votre alimentation sans que vous les voyiez, et vous mangez 5 grammes de microplastiques par semaine dans votre alimentation ou parce que vous respirez. Dommage, parce qu'ils continuent à se fragmenter. Et les plus petits fragments, c'est quoi? C'est des molécules qui circulent dans votre organisme. Certaines, c'est pas grave. D'autres miment l'effet de vos hormones. C'est des perturbateurs endocriniens. D'autres encore sont cancérigènes parce qu'elles interagissent avec l'ADN et provoquent des mutations. Oh, il n'y a qu'un petit pourcent de ces molécules-là. Mais comme il y en a des milliers et des milliers dans votre organisme, vous finissez par avoir des problèmes de santé accrus. Ces microplastiques, ils expliquent, entre autres, mais pas que l'ensemble de ces xénobiotiques qu'on a mis dans l'environnement. Vous pouvez aussi penser aux fameux fluoroalkylés dont on parle beaucoup en ce moment, qui sont très peu dégradables par le vivant. On pourrait en reparler, d'ailleurs je pense qu'ils le sont, mais les organismes qui sont capables de manger des plastiques ou des fluoroalkylés, ils ne sont pas très performants dans les écosystèmes. Ils existent, vous pouvez les isoler au laboratoire, mais dans la nature, ils ne prennent pas la main, ils ne sont pas actifs. C'est toutes ces molécules qui traînent autour de nous, ça va des pesticides, qui sont des xénobiotiques aussi, aux conservateurs, on les retrouve, à certains émulsifiants, à certains édulcorants, aussi. Ils finissent par expliquer des choses alarmantes. En Europe, on va quand même pas très bien. Et on voit sur... alors voilà, ça c'est un chiffre que je vous donne là, qui est le nombre de ces nouvelles molécules qui nous entourent. 350 000, pense-t-on. On en invente au rythme de 5 000 par an. On pense que 20 000 ont été testés quant à leur toxicité sur l'homme. Et je ne vous parle pas de toutes les modifications chimiques qu'elles subissent quand elles sont libérées dans l'environnement et qui font que pour une qu'on produit, ça en fait des dizaines de formes différentes ensuite dans l'environnement. Là-dedans, même s'il n'y en a que 1% qui sont dangereuses pour nous, ça finit par en faire des milliers et des milliers qui sont dangereuses. Et ça explique. Qu'en 50 ans, la concentration de spermatozoïdes dans les éjaculats ait été divisée par 2, alors qu'a priori notre hygiène de vie, notre santé devrait s'améliorer,
Ben non. Il y a aussi sans doute une régression de la fertilité féminine, mais elle est très dure à mesurer parce qu'en Occident, les femmes se font des enfants de plus en plus tard. Et donc il y a aussi une régression, il y a une baisse de la fertilité avérée, mais on ne sait pas quelle proportion est due au recul de l'âge des premières naissances, parce qu'à partir de 22 ans, la fertilité baisse, et quelle proportion est due à la toxicité. Mais chez l'homme, ça, c'est la toxicité du milieu. Un autre exemple de la toxicité du milieu, c'est les cancers pédiatriques. Ces cancers-là, ils ont augmenté de 40% en France dans le même laps de temps. Et ça, c'est des signatures de la toxicité du milieu. Les cancers, c'est des trucs de vieux, c'est des mutations qui apparaissent avec le temps. Mais les cancers pédiatriques sont de bons indicateurs de la toxicité du milieu. Bref, il y a des signaux qui montrent qu'on n'est pas tellement adapté à ces molécules. On met plein de molécules dans le milieu et on finit, les uns ou les autres, par être abîmés par l'une ou l'autre de ces molécules. Et vous savez quoi ? En fait, on n'est pas adapté à ça. Alors vous allez me dire, si on attend, on finira par être adapté. Oui, mais en fait, on a mis tellement de molécules qu'on est en train de réussir à bâtir ce que j'appelle un mur sélectif. C'est-à-dire qu'on est infoutu de le bâtir face à nos adversaires, plantes indésirables ou microbes indésirables, mais nous, on est en train d'en faire un, avec plein de molécules, ce qui fait que si on attend un petit peu, en fait, personne sera adapté au monde où on aura entassé ces molécules. C'est xénobiotique. Donc, les déchets qui sont externes au monde vivant sont dangereux. Après, est-ce que tous les déchets sont nuisibles ? Non, on a nos déchets canal historiques, dont certains sont vraiment très intéressants, et je vais vous parler des plus intéressants. Un architecte viennois, Hundertwasser, qui avait beaucoup pensé à ces choses-là, bien qu'étant architecte, vous allez voir que ce n'est pas directement de l'architecture, il disait que l'homme a longtemps cherché l'éternité, mais qu'en fait l'éternité est au fond de la cuvette des chiottes. En réalité, ce qui se passe, c'est que là, vous mettez chaque jour des déchets, et notamment des déchets qui sont incroyablement riches. Alors vous voyez que le volume, finalement, de l'urine et de la matière fécale n'est pas énorme dans les déchets que vous générez chaque jour, mais c'est énormément riche en azote et en phosphore. Vous urinez 11 grammes vous urinez, on ne va pas y arriver là, vous urinez 11 grammes par jour d'azote et 0,7 grammes de phosphate par jour. Et collectivement, en fait, nous urinons entre 20 et 40% sur nos estimations des besoins de l'agriculture. Et ça, c'est une solution pour l'agriculture. D'autant que comme vous retenez le cadmium, quoi que vous mangiez, votre urine ne contient pas de cadmium. Mais plus sérieusement, en fait, vous pouvez encore être des acteurs de ces écosystèmes distaux et renouer notre lien avec la nature. C'est pas juste penser à comment se servir de la nature, c'est bien sûr penser à ça, mais c'est penser comment on peut servir la nature. Et là, on est complètement souvent à côté de la plaque. Et on continue à payer des impôts locaux pour disperser l'azote et le phosphate dans des stations d'épuration, pendant que les agriculteurs en achètent. Et moi, en conférence, les gens me posent des questions sur l'humusation. Que faire de mon cadavre ? Mais mon coco, ton cadavre, il n'est rien face aux 100 kilos de détritus organique que tu génères chaque année dans ta poubelle. Je vous souhaite de vivre longtemps. Vous pouvez multiplier 100 par le nombre d'années que vous espérez. Vous verrez que la vraie question, c'est où vous mettez vos ordures de cuisine, où vous urinez, par le biais de canalisation, bien sûr, évidemment, et où vous mettez vos fesses. Les déchets, il y en a du bon, il y en a du meilleur, mais ce ne sont pas des choses qui ont déchu, ce sont des choses qui ont un sens. Il faut retrouver ce sens, en éviter certains, et au contraire, en valoriser d'autres. Encore un mythe ? Alors celui-là, il est plus désagréable à entendre. Soi-disant, l'homme et la femme seraient égaux. Que ce soit un but, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Il faut que nous ayons des droits identiques. Mais c'est un peu comme la Déclaration des droits de l'homme qui disent que les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est un but à atteindre, mais ce n'est pas donné. C'est pour ça qu'on est obligé de l'écrire dans un texte. Bon. Alors, les sexes égaux, c'est pas vrai, hein, puisque vous savez que la femme est une côtelette améliorée, d'après certains textes. Non, pour être plus sérieux, on n'a pas
on n'a pas vraiment, en fait, intégré les choses. Et je vais reprendre mon topo d'une autre façon. Je vais vous montrer un cas où on suppose que les hommes et les femmes sont égaux. C'est les prescriptions. Elles sont unisexes, hein. Alors, comme elles sont très souvent testées, les médicaments sont testés sur des populations, sinon complètement masculines, du moins beaucoup plus masculines, avec, peut-être une idée générale de ne pas abîmer de pas abîmer les femmes. Il y a peut-être un peu de compassion là-dedans, mais le bilan, c'est que du coup, les femmes sont souvent pas en bon dosage. Elles sont en fait souvent en surdosage. Non seulement parce que leur corps est plus petit, mais aussi parce que leur temps d'élimination dans les urines des médicaments n'est pas le même. Une étude montrait que sur 86 médicaments, 76 n'étaient pas bien dosés pour les femmes. Et l'histoire, pour résumer en tendance, c'est que les effets secondaires sont 2 fois plus fréquents chez les femmes et 2 fois plus intenses. Ça va très loin cette histoire, hein. C'est que vous connaissez tous les symptômes de la crise cardiaque. La douleur dans la poitrine et dans le bras, l'impression d'étoux. C'est chez les hommes. Chez les femmes, il y a ce que les médecins appellent des accidents cardiovasculaires asymptomatiques. Alors, c'est juste que ce n'est pas les mêmes symptômes. Mais quand on fait la liste, c'est des fatigues, des vomissements, des étourdissements. Il y a une liste de symptômes chez la femme, mais comme elle n'est pas... Comme on a une vision unisexe de ça, puis par défaut, évidemment, c'est la vision masculine, eh bien en fait, en France, les femmes sont prises en charge 30 minutes plus tard en moyenne que les hommes pour les incidents cardiaques. Sachant que plus le temps passe, moins vous avez de chances d'en réchapper. C'est ça l'histoire, c'est que quand on suppose que c'est pareil, c'est pas pareil, on vous l'avait dit. Alors, les logiques biologiques sont différentes, et il faut gérer ça. Mais il y a pire. Il y a que ces logiques biologiques sont souvent antagonistes entre les deux sexes. Dans le monde vivant, en général, chez les animaux, on va parler des animaux, le sexe mâle, dans le monde vivant en général, le sexe mâle, c'est celui qui investit le moins dans la reproduction. C'est celui auquel la production d'un descendant coûte le moins de ressources. Bon. Et je vous donne un exemple. Moulay Ismaël, sultan du Maroc, avait un harem. Alors c'est pratique parce que ça veut dire que les seuls spermatozoïdes qui rentraient dedans, c'était les siens. Donc on sait qui est le papa. Et il est réputé, bon alors c'est pas documenté à l'unité près, mais il est réputé avoir eu 800 descendants. Si vous faites des calculs, c'est un peu beaucoup. Enfin, il faut vraiment s'y prendre adroitement. Ça devient le boulot d'une vie pratiquement, mais on est préparé au fait que finalement pour un homme faire des enfants c'est pas si difficile, et de ce point de vue-là on illustre bien le processus. Maintenant prenons le sexe femelle dans le monde animal. Et bien là en fait le nombre de descendants est limité par les ressources disponibles, parce que comme l'investissement dans la reproduction est plus grand, c'est les ressources disponibles qui sont limitantes. Alors dans l'espèce humaine, le record c'est 69 descendants. Alors, il aurait été atteint 2 fois, et à chaque fois en à peu près 27 gestations, donc avec des grossesses multiples, par la femme d'un paysan russe au XVIIe, dont je ne vous dirai pas le nom, parce que ce qui me scandalise, c'est qu'on connaît son nom, mais pas celui de sa femme. Bon. Et aussi par une femme, une viennoise, au XIXe siècle, mais là encore, je ne vous donnerai pas le nom de son mari, parce qu'on ne connaît pas le nom de la femme, et je trouve que quand même c'est un peu exagéré cette histoire. Ces 2 records ne sont pas forcément très très sûrs, mais on a au moins une jeune africaine qui s'est fait en fait enlever les ovaires après avoir eu 40 enfants. Et là encore, c'était des polyovulations, c'est-à-dire qu'elle avait des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Voilà. Alors, mais c'est pour la petite histoire que je raconte tout ça. Le fait est que c'est évident que les femmes ne peuvent pas avoir autant de descendants que les hommes, parce que pour chacun de leurs descendants, elles investissent plus, et c'est le cas dans toutes les espèces vivantes, puisque par définition, le sexe femelle, c'est celui qui investit le plus dans la reproduction. Alors, ceci étant posé, comment optimiser son nombre de descendants ? C'est simple, si vous êtes un homme, il faut un maximum de partenaires, et puis les partenaires font le travail. Si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas maximiser en nombre. Par contre, vous pouvez faire une chose, c'est vous assurer que les descendants sont bien faits et survivent bien. À ce moment-là, vous aurez plus de descendants qui se reproduiront. Vous y êtes. Donc, on est sur une logique où, pour le sexe femelle,
la seule optimisation possible, c'est la qualité des descendants, pas le nombre. Pour le sexe mâle, là en revanche, le nombre, c'est une option. Et en fait, dans l'évolution, ça marche. Quel est le point commun entre le moineau et le dauphin, à part d'être des animaux bien sympathiques? Et bien, c'est deux espèces où les mâles se comportent de façon odieuse avec les femelles et les persécutent pour les forcer à s'accoupler. Ça fait partie des espèces où cette conduite chez les mâles est la plus fréquente. Et ça, tous les déterminismes génétiques qui font qu'un mâle viole les femelles, c'est de ça dont on parle, pour leur faire des petits, eh bien, c'est sélectionné, puisque ça fait plus de petits qui portent éventuellement le trait s'ils sont mâles. On a même des insectes, comme les mouches scorpions, qui ont des organes du viol. Alors, ça n'existe que chez le mâle, d'accord ? Cette pince-là, elle est absolument inutile pour s'accoupler avec une femelle consentante. Par contre, si la femelle n'est pas consentante, eh ben, si vous coupez la pince, l'accouplement s'arrête, et si vous laissez la pince sert à maintenir la femelle en position d'accouplement. On peut parler d'organes du viol. Voilà. Ça existe chez les primates aussi. Chez les primates, un certain nombre de mâles, notamment quand il y a des mâles dominants dans le groupe, gardent des traits juvéniles, gardent des traits adolescents. Ce qui fait que d'abord, les mâles dominants du groupe ne les prennent pas pour des ennemis ou des concurrents, donc ils les laissent tranquilles. Et deuxièmement, ils s'approchent facilement des femelles et ils les violent. C'est ce qu'on appelle les adolescents violeurs. Tout ça, c'est des traits qui, dans ces espèces, sont plutôt génétiquement codés, qui sont des traits biologiques, qui maximisent le nombre de descendants au prix d'abîmer les femelles. Toujours cette logique qui n'est pas une logique d'optimisation intrinsèque, mais une logique d'optimisation du nombre de descendants. Alors, la coercition sexuelle, elle peut être sélectionnée. Et quelque part, quand moi j'entends que on a 100 fois plus de dépôts de plainte pour viol de femmes que d'hommes, que je sais que les femmes ne vont pas souvent déposer plainte quand il y a des problèmes, je me dis, bon, il y a peut-être un truc qu'il faut prendre en main. Peut-être que nous aussi, comme toutes les espèces que je vous ai citées, et j'aurais pu en citer bien d'autres, nous avons eu des traits génétiques qui favorisent le viol, des traits génétiques qui favorisent de ne pas faire attention. On me dit, non, c'est culturel. Peut-être que notre culture n'a fait qu'amplier ça. Après tout, moi, je suis né à une époque où le crime passionnel était une circonstance atténuante. Vous y êtes ? Ouais, là, ça, c'est culturel. Mais honnêtement, jusqu'à quel point notre culture n'a pas juste amplifié ou acquiescé avec quelque chose qui était au fond de nous ? Moi, je ne suis pas en train de justifier ça. Je suis en train de dire que si on comprend cet élément de nature, cette forme de nature, cette évolution biologique, ces héritages qu'on a en nous, eh ben, on peut peut-être prévenir en éduquant mieux, en sachant que quelque part, un passé obscur rôde autour de nous tous les jours. Mais continuons, parce que vous allez voir que les femmes s'en tirent pas forcément mieux. Quel est le point commun entre ces deux espèces, le cerf et l'hirondelle? Des trucs bizarres sur les mâles. Par rapport aux femelles, chez les cerfs, les mâles, ils se trimballent 2 à 10 kilos de pierre sur la tête. Alors, c'est une pierre découpée, on appelle ça des bois, mais ils se trimballent 2 à 10 kilos de pierre sur la tête. Honnêtement, ça leur sert jamais à se battre. Ça peut leur servir à déterrer 3-4 trucs, mais quand il faut courir devant un prédateur, ou derrière une femelle d'ailleurs, dans les bois, c'est bizarre. Les femelles survivent très bien avec des bois beaucoup plus courts. Oui ? Les hirondelles. Les mâles ont des queues plus longues que les femelles. Mâle, femelle. Et assez souvent, quand on coupe la queue du mâle, il vole mieux. Qu'est-ce qui se passe là? Je vous en refais d'autres? Bon, avant de les faire, je vous explique la tendance de l'histoire. C'est que si les femelles choisissent un mâle qui porte des handicaps, ça s'appelle comme ça, qui porte des traits qui ne sont pas bien adaptés, mais qu'il survit quand même, ça veut dire qu'il est génétiquement de très bonne qualité. Vous y êtes? Donc le choix de mâles avec des traits handicapants va donner des descendants de bonne qualité génétique. Cette théorie du handicap, elle s'incarne dans bien d'autres espèces. On connaît, la mouche scorpion. La mouche
à yeux pédonculés, les diopsis, où les mâles ont des yeux sur des pédoncules énormes. Ça, c'est un coup à perdre la vue. Hein. Chez les lucanes, les mâles ont des mandibules qui peuvent servir à se battre ou à saisir des choses, mais qui ne sont pas très très utiles, qui sont grosses comme pratiquement le reste de leur corps. Il y a plein d'espèces où les mâles ont des... Alors, je vous passe les pans qui ont des attributs qui sont vraiment le genre de truc pour courir devant un prédateur, c'est pas génial. Et en plus, quand vous gueulez en dépliant tout ça, ben, ça fait un peu mangez-moi, mangez-moi. Hein. Mais c'est jamais les femelles. Hein. Alors vous allez me dire, cette histoire de handicap, ben, on comprend qu'effectivement, tous les traits génétiques qui font qu'une femelle préfère des mâles à handicap font que les descendants, ben, ils fonctionnent mieux, mais ces descendants, ils héritent de la préférence de la femelle pour ces traits-là et du handicap du mâle. Donc s'ils sont femelles, ils auront la préférence pour le handicap, et s'ils sont mâles, ils auront le handicap. Et vous sélectionnez lentement ces différences sexuelles. Alors, vous allez me dire, ouais, ça c'est des animaux, nous on n'est pas comme ça. Alors regardez, à la naissance, il y a 105 hommes pour 100 femmes. Parmi les centenaires, il y a un homme pour 6 femmes. Il n'y a qu'à aller dans les EHPAD pour s'apercevoir que les hommes disparaissent plus vite. Mais en fait, c'est tout au cours de leur vie que les hommes ont une surmortalité. Regardez cette surmortalité masculine dont on peut se poser la question de la cause. Regardez 2 chiffres. Elle est de 10%, la surmortalité masculine, entre 5 et 9 ans. Quand la puberté passe par là, on passe à 50%. Et quand on regarde... Alors, ce 10%, il vient d'une chose que je ne vais pas détailler, c'est que la testostérone, c'est quelque chose qui n'est pas très bon pour le fonctionnement de l'organisme. Donc les organismes masculins sont souvent un peu plus fragiles et sensibles à plus de maladies. Oui, sur certains registres, en fait, le sexe faible, c'est le sexe masculin. Et il y a toujours une surmortalité. Mais quand vous regardez l'augmentation de cette surmortalité qui s'opère à la puberté, en fait, c'est de la surmortalité par accident de la route, prise de drogue, des conduites à risque. Et en fait, ce que je vous propose, c'est que dans l'espèce humaine, on ait eu une sélection de handicaps qui sont que les femmes ont tendance à préférer des actes courageux, des actes de bravoure, et que les hommes sont sélectionnés, et ça, les expériences de psychologie le montrent bien, pour faire des conneries, surtout quand les femmes les regardent. Parce que si vous mettez comme observateur dans un test psychologique un homme, ben, les conduites à risque sont moins fréquentes. Elles ne sont pas nulles, hein, mais elles sont moins fréquentes. Alors vous allez me dire, ouais, bon, 105 hommes pour 100 femmes, ça veut dire que notre évolution a sélectionné une compensation de la disparition des hommes. Et ça demande quand même qu'on s'interroge. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est culturel parce qu'on apprend aux hommes à être courageux. Mais oui, bien sûr que c'est culturel. La question, c'est est-ce que c'est pas culturel aussi? Et est-ce qu'à force d'ignorer ça, on n'a pas juste construit des cultures dans lesquelles, eh ben, on fait culturellement ce qu'on a tendance à faire biologiquement. Ok. Donc, le choix et le handicap peuvent être sélectionnés quand il y a des sexes qui ont des investissements différents dans la reproduction. Et il est bien possible que nous, on soit héritiers de ça. C'est encore une obscurité dont on veut se tirer. On ne stigmatise pas les gens en disant qu'ils sont éventuellement héritiers de ça. On veut juste qu'ils fassent des cultures qui aillent au-devant de ce risque. Et ça, c'est important. L'idée, c'est que la culture doit pouvoir corriger et que tant qu'on n'est pas conscient de ça, on ne corrige pas. Alors, souvent, les gens me disent « Oui, ben Marc-André, c'est quand même chapeau pour avoir fait l'apologie du viol. » Non. Tout ce que je viens de vous dire n'est pas l'apologie de ce que je vous décris. Quand je vous décris la plaque dentaire, quand je vous dis qu'un film bactérien se forme sur la dent, qui s'épaissit, qu'au bout de quelques jours, ça crée des conditions à l'intérieur où il n'y a plus beaucoup d'oxygène et que là s'installent des bactéries qui commencent à émettre de l'acide pour creuser les dents et s'abriter de brossages éventuels par la suite, je ne justifie pas la plaque dentaire. Je vous explique comment ça marche et je vous donne non seulement envie de ne pas en avoir, mais en plus je vous donne la solution pour ne pas en avoir, brossez-vous les dents. Eh bien, brossons-nous les relations sexuelles aussi. L'égalité et la complémentarité des sexes, ça se construit. Il y a des ombres biologiques qui pèsent sur nous et la culture doit les affronter. Elle ne le fera que si on les explicite. Alors, est-ce qu'on en finira avec les mythes?
au total. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on ne se voit pas dans la nature. Donc on ne voit pas nos liens à la nature, on ne voit pas ce que nous avons de naturel dans des conduites bizarres, en quoi c'est dangereux ou pas dangereux, qu'est-ce qu'on doit faire. On n'arrive pas, en fait, à comprendre qu'on est des organismes naturels comme les autres. On fout en l'air notre milieu comme les premiers organismes photosynthétiques l'ont fait. On a des relations sexuelles pas optimales en termes d'épanouissement des deux sexes, comme dans d'autres espèces vivantes. En fait, il y a toute une littérature aujourd'hui qui essaie de nous reparler de la reconstruction du lien à la nature. Alors on parle de reconnexion à la nature, mais il y a quand même deux petits bémols. Ce sont d'excellents livres, hein. Là je vous les cite parce que pour moi c'est des livres de chevet. Mais il y a deux choses quand je les lis qui me paraissent pouvoir être un tout petit peu poussées. D'abord on parle de reconnexion à la nature, mais en fait la réalité c'est qu'on n'a jamais été déconnecté. Juste, comme on n'était plus au courant qu'il y avait cette connexion, on l'a laissé fonctionner n'importe comment. Et la deuxième chose, c'est que c'est très souvent vu sous un angle de relation à l'animal, au végétal, de respect du végétal et de l'animal. Il y a aussi des microbes, et pour le coup, il n'y a pas, dans cette relation, il y a aussi qu'est-ce que moi je peux faire. Désolé, mais c'est moins poétique que ce qui traîne dans ces livres-là, mais l'endroit où on met ses excréments, ça fait partie de notre lien à la nature, d'accord ? Donc quelque part, il faut aller plus dans le cambouis de l'organique, et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre. En tout cas, ce que je raconte dans ce livre, c'est que derrière toutes ces images, aujourd'hui, ça part en couille. Il se cache des problèmes. D'accord ? Mais si vous comprenez comment ça marche, vous avez en fait sous la main, et ça c'est positif, des solutions pour éviter que ça parte en couille. Vous avez des solutions pour fertiliser la campagne, vous avez des solutions pour arrêter les virus, vous avez des solutions pour entretenir mieux vos écosystèmes internes, vous avez des solutions pour que les hommes et les femmes vivent des liens plus harmonieux. En fait, il faut retrouver ce lien à la nature, et c'est mal parti, parce qu'en fait, ce lien, c'est vrai qu'il se délite dans nos consciences, tout au moins. Regardez par exemple ces chiffres qu'on doit à des collègues du muséum qui ont regardé sur 70 ans de dessins animés de Disney puis Pixar, ils ont regardé le temps passé dans la nature et le nombre d'animaux par plan du film. Vous y êtes ? C'est en train de se déliter. Et d'ailleurs, notre distance physique à la nature est en train d'augmenter. On est de plus en plus en ville, les villes augmentent de volume. On compte qu'au niveau global, en 20 ans, la distance de l'endroit où l'on vit au plus proche endroit de nature spontanée a en moyenne reculé de 640 mètres. Cette distance de l'endroit où on vit à l'endroit de plus proche nature spontanée est de 16 km en France, en moyenne, et de 22 km en Allemagne. Donc en fait, ce lien continue à se dégrader sous nos yeux. Et donc, les générations qui viennent ne pourront pas plus le mobiliser, à moins qu'on inverse et la forme d'enseignement que l'on donne et la forme d'imaginaire que l'on crée, et c'est ça que j'appelle de mes vœux. Mais la génération qui est en train d'être produite n'est pas à même de prendre mieux en charge ce lien à la nature, notre position dans la nature et ce que nous sommes comme un moyen d'agir. Un psychologue canadien qui est connu, psychologue et anthropologue, mais qui est connu pour ses travaux de psychologie parce qu'il a introduit la théorie de l'évolution dans la psychologie. Pourquoi pas ? Jérôme Barkoff écrit « La biologie n'est une fatalité que si on l'ignore. Si on l'ignore, si on ne s'en sert pas, eh bien, il n'arrive que des problèmes et la biodiversité devient un fardeau et le climat devient un fardeau. Si on ne l'ignore pas, si on la connaît, il y a au contraire des moyens d'action à trouver. Et c'est ce message positif que je voulais vous apporter, c'est que ce lien a toujours existé, mais le prendre en charge, l'admettre, le connaître, c'est tout simplement la porte de l'avenir. Et c'est ça que je voulais vous dire ce soir. Bonjour. Là, vous avez fait une remarquable conférence. Est-ce que maintenant, il y a des solutions à la clé autour de ce rapprochement de l'homme à la nature, c'est-à-dire où identifier qu'il est dans un écosystème, parce qu'on n'a pas l'impression que dans les universités ou dans les écoles, ce qui permet aux futures générations de voir les choses autrement, il y ait quelque chose qui se passe. Donc, est-ce qu'il y a là quelque chose qui se met en place pour justement
je pense, rapprocher ou trouver un nouveau regard pour les générations futures? Marginalement, il y a des choses qui se passent. Beaucoup d'écoles d'agronomie, je pense à l'agro de Toulouse notamment, ont mis le paquet sur l'agroécologie, c'est-à-dire utiliser nos connaissances en écologie pour avoir des gestes agronomiques qui s'appuient sur le vivant et avoir recours finalement aux gestes technologiques ou chimiques, sinon en dernier recours, du moins dans un cocktail qui comprend aussi le vivant. Et là, il y a énormément à faire parce qu'on n'a jamais vraiment utilisé le vivant comme outil dans l'agroécologie. Bon, c'est les haies, c'est les cultures mélangées, comme je vous montrais, mais même en mélangeant des espèces. Et là, je pense à l'agroforesterie. Vous avez Christian Duprat qui travaille à Montpellier. Je ne sais pas si on a la chance de le voir ce soir. Et toute son équipe qui, en agroforesterie, fait des merveilles en montrant qu'on produit plus quand on mélange des arbres et des céréales que si on les sépare sur la même surface. Bon, donc, c'est des travaux extrêmement importants qui montrent qu'il y a des outils, mais ça reste marginal dans cet enseignement. Dans les facs de médecine, il y a le début de ce concept qu'on appelle One Health, une seule santé, où on s'aperçoit que l'homme n'est en bonne santé que si les autres organismes sont en bonne santé autour de lui et si les écosystèmes sont en bonne santé. Alors, moi je souris parce que la santé d'un écosystème, c'est quoi? Dire, prenez un carré de pelouse fleurie, hein, vous versez des hydrocarbures dessus, vous saupoudrez des métaux lourds, tout crève, et puis il s'installe des bactéries qui bouffent vos hydrocarbures et qui tolèrent les métaux lourds. Vous faites un micro-trottoir chez ces bactéries, vous leur demandez est-ce que l'écosystème est en bonne santé? Elles vont faire ah oui. En fait, ce qu'elles vous disent, c'est ce qu'on veut dire, nous, c'est que là, dans le fonctionnement de cet écosystème, dans ce fonctionnement-là, l'homme peut être en bonne santé. Mais l'écosystème, il n'a pas de santé. C'est important parce que quand on parle de santé des écosystèmes, ça veut dire que les écologues ne sont toujours pas venus pour dire qu'un écosystème, ce n'est pas un organisme, c'est une somme d'organismes et que ça a des différences qui sont des différences d'échelle. Donc derrière One Health, on sent qu'il y a des médecins et les vétérinaires qui ont fait leur jonction, santé animale, santé, voilà. Mais la santé des plantes est toujours un peu loin, la santé des microbes est encore plus loin, et pour le fonctionnement écologique, il est encore plus loin, les écologues ne sont pas au rendez-vous encore. Mais néanmoins, il y a des progrès. Véto-Lyon, par exemple, AgroVéto Lyon, fait les étudiants sont les profs sont très motivés autour de cette approche One Health, une seule santé. Ça reste minoritaire dans le supérieur, et il faut bien dire que dans le primaire, où il n'y a pratiquement pas de sciences et pas de programme sur le vivant, dans le secondaire, où il y a 1 heure par semaine de SVT, sauf en terminale et en première, où c'est optionnel, les sciences vivantes de la Terre sont optionnelles, on a une catastrophe. Et donc, ça perce lentement dans le supérieur, mais il y a des immobilismes, il y a des lenteurs, et quelque part, elles seront entretenues par le fait que la masse des citoyens n'a pas accès aux données de la science et n'y est pas formé. Alors vous allez me dire, oui, mais nos enfants, ils ne savent pas lire, écrire et compter. Et déjà, il faut qu'on résolve ça. Je vais vous dire, d'abord, ce n'est pas les fondamentaux. Parce qu'il y a des jours où vous ne lisez pas, où vous ne comptez pas, et où vous n'écrivez pas. Ça arrive. Ces jours-là, vous continuez à vivre. Vous mangez, vous consommez, vous faites des déchets, vous avez une vie sexuelle. Et le savoir-vivre, au sens élargi, de savoir ce qu'est être vivant et d'avoir des relations vivants, il est un des fondamentaux. Et d'ailleurs, par parenthèse, si on partait de là et qu'on déroulait la compréhension du monde, d'abord l'appréhension au primaire, il ne s'agit pas de faire de la théorie des écosystèmes au primaire, puis la réponse à des questions quand les objets sont appropriés dans le secondaire, si on partait de là, on s'aperçoit très très vite qu'il y a besoin d'écrire, de lire et de compter pour ça. Et au moins c'est incarné. Et peut-être justement c'est une façon d'arriver à contourner l'impuissance qu'on a à enseigner ces matières-là à la manière d'un solfège qui précéderait de plusieurs dizaines d'années le moment où on s'en sert. Donc il y a vraiment dans la structure de l'enseignement quelque chose qui fait qu'on est en train de refaire une génération qui fonctionnera aussi mal que la précédente. Oui, parce que la précédente savait mieux lire, mieux écrire, mieux compter, puisque nos pauvres gamins, ils savent moins bien. En sachant lire, écrire et compter mieux, ils ont fait les catastrophes sanitaires et environnement. Nous avons fait les catastrophes, nous avons toléré. Je suis sûr que dans cette salle, tout le monde ne les a pas faites, et beaucoup ont lutté contre. Mais globalement, collectivement, nous les avons tolérées, au moins. Et je veux dire, voilà, pour un biologiste, il y a la preuve évidente que lire, écrire, compter, ce n'est pas les fondamentaux, ça ne suffira pas. Et il faut vraiment revoir ça. Il y a un souci sur la formation. Or, si vous admettez que vous avez une évolution culturelle, l'éducation, c'est le moment où vous contrôlez. Ou vous essayez de contrôler, parce qu'il suffit d'avoir eu des enfants pour savoir que... Au moins, on essaye, quoi.
Oui, c'est ici. Bonsoir Marc-André. Alors le problème, c'est que je suis un peu d'accord, mais je voudrais faire un peu l'avocat du diable sur l'évolution culturelle. En même temps, ça ne m'étonne pas vraiment venant de toi. Ben voilà, mais, je rencontre en permanence des personnes qui mettent en opposition de la critique qu'on a de l'évolution désastreuse de la biodiversité, des écosystèmes, etc. Le fait qu'on vit de plus en plus vieux, de mieux en mieux, qu'on a vaincu des maladies, qu'en fait tout va bien grâce à l'action de l'homme qui a contré finalement les tendances de la nature. Et en argumentant en faveur de l'évolution culturelle, y compris pour corriger des traits évolutifs qui seraient pas corrects, on risque de faire de donner des arguments aux technosolutionnistes. Alors, est-ce que tu as des idées sur la manière qu'on peut avoir de contrer les arguments des technosolutionnistes quand ils utiliseront ces arguments-là? Oui, parce que moi, je ne suis pas contre la technologie ou la chimie. Et je ne suis pas un cocktail. Hein, c'est pas, mais aujourd'hui, on voit très bien que la dimension vivante a été sous-estimée et sous-utilisée et qu'il y a des belles au bois dormant à aller réveiller dans ces perspectives-là. Alors, c'est une bonne question. Alors, on n'a pas toujours contré le vivant. Quand on l'a contré, par exemple, quand on a détruit tous les microbes qui rentraient dans nous, ben on a aussi empêché de rentrer les bons microbes. Donc, tu vois, on peut déjà faire remarquer que là où on a contré, on s'est contré nous-mêmes d'une certaine façon, parfois. On remarquera aussi qu'en agriculture, on n'a pas contré le vivant, mais essayé de l'accompagner. On a essayé d'accompagner les plantes pour faire plus de photosynthèse et grandir plus vite. Donc, on n'a pas toujours voulu contrer. Historiquement, on a aussi quelques processus où on a essayé, bon, maladroitement, quand on pense aux engrais minéraux ou aux pesticides, mais on a aidé la nature à être une partie de la nature à se développer. Bon, moi, mon argument, il est le suivant. Et je suis désolé parce que je n'aurais pas voulu vous parler de ça, mais on voit très bien, mais là, ça va faire mal. Parce que, pour le coup, c'est un argument violent. Alors, vous allez me dire si vous y croyez ou pas. On voit que la culture s'accélère. Il faut lire Accélération de Hartmut Rosa, le philosophe allemand, dans la petite version, la grande, franchement, son petit bouquin où il explique l'accélération culturelle. Et il nous donne plein d'exemples. Il nous dit avant, les métiers étaient transmis de génération en génération. Maintenant, on change 5 fois de métier par génération. Avant, on épousait une femme pour la vie. Maintenant, on en change à peu près tous les... Enfin, ça dépend des gens, mais... Donc, oui, il montre plein de ces phénomènes d'accélération. Voilà, on dit les mails vont nous éviter d'avoir besoin d'écrire des lettres, et puis finalement, comme c'est très facile à faire, on en fait plein, et on finit. Moi, je réponds encore à mes mails, c'est 3h30 par jour, hein, donc ne m'écrivez pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on est broyé par l'accélération culturelle, quelque part. Hein, on n'est pas adapté à ça. Et ouais, comme elle va de plus en plus vite, on accumule de plus en plus les trucs pour lesquels on n'est pas vraiment bien fait. Et je redéroule l'histoire différemment. Fermi, lors d'un repas sans doute bien arrosé avec des copains, a émis un paradoxe qui porte son nom. Pourquoi, alors qu'il y a sans doute des planètes vivables partout? Maintenant, on les connaît, on connaît des milliers d'exoplanètes. Bon. Pourquoi, alors qu'il y a des planètes partout, des endroits où vivre partout, on n'entend pas d'autres civilisations dans l'espace? Alors, il y a plusieurs réponses à ce paradoxe. Bon, j'élimine les réponses qui disent que... Bon, non, je n'élimine rien. Bon, il y a les gens qui disent, finalement, la vie, ça peut apparaître que rarement, et surtout, l'intelligence, ça apparaît rarement. Bon, alors ça, c'est encore... C'est vraiment, si on est très haut sur l'échelle des êtres, c'est vrai que toutes les autres planètes où il y a de la vie n'ont pas réussi à grimper aussi haut sur l'échelle. Hein. Bon, peut-être. Hein. Il y a des gens qui disent, ah oui, alors ça, c'est inspiré notamment par ce qui s'est passé avec la guerre froide. Ouais, mais les civilisations, quand la civilisation apparaît, il y a des compétitions qui s'engagent et on finit par détruire la planète. En fait, et puis alors il y a aussi toutes les explications du genre, ouais, mais il y a d'autres civilisations, mais elles veulent être sûres de ne pas être emmerdées, donc elles ne font pas de bruit pour ne pas être détectées. Bon, il y a plein de réponses comme ça, mais si vous analysez ces réponses, elles sont assez souvent du genre intrinsèques à la civilisation. Et on n'a toujours pas ce côté un peu extrinsèque de repenser ça dans la nature. Moi, je vous propose une autre réponse. L'évolution culturelle, ça va très vite. Il est même possible que ce soit assez nécessaire que ça aille en s'accélérant. On fait de plus en plus de molécules qui répondent à de plus en plus de problèmes.
Mais on est de moins en moins adapté. On fait de plus en plus d'outils qui changent très vite, mais du coup, on n'est plus adapté au travail professionnel et on est éreinté par les formes de travail qui émergent. Vous y êtes ? Et en fait, la question que je pose, et qui est le défi que je vous lance, c'est: serait-il possible que l'évolution culturelle soit incompatible à long terme avec l'évolution biologique, parce que comme elle va beaucoup plus vite, elle fait changer le milieu à une vitesse à laquelle les structures biologiques ne peuvent plus s'adapter. C'est un peu désagréable comme perspective. Je préfère le voir comme un défi à organiser que comme une fatalité. Bon. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Je crois rebondir sur la question précédente, avec la question suivante. Avez-vous une opinion sur l'utilisation des organismes génétiquement... toujours pas localisé. Tout en haut. Ah oui, c'est pour ça. Je répète la question. Avez-vous une opinion sur l'utilisation des organismes génétiquement modifiés dans la société humaine en tant que solution pour les problématiques actuelles? Donc, si oui, acceptez-vous de partager votre opinion? Merci. C'est trop tard, je ne peux plus dire non, parce que dans un article de Reporter qui est en ligne, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, et dans une prochaine édition de Socialterre aussi. Donc, je ne peux plus me cacher. Avant, c'est typiquement les OGM une façon d'accélérer l'évolution. C'est pour ça que c'est pratique, on fait plus vite une construction souhaitable. Hein, c'est un moyen d'accélérer l'évolution. Alors, pour moi, on ne peut pas être pour ou contre les OGM, c'est une question mal posée. C'est comme être pour ou contre le couteau. Qui est pour le couteau? Qui est contre le couteau? Qui s'abstient? Vous y êtes? Le truc, c'est que c'est l'utilisation qui est problématique. Quand on utilise des OGM pour faire de la recherche, en milieu confiné, et c'est pas la peine d'aller les détruire. Ça, c'est une mauvaise idée. En milieu confiné. Qu'on utilise de... Bon, j'imagine que vous n'avez pas envie de laisser crever tous les diabétiques. Qu'on utilise des bactéries génétiquement modifiées pour produire de l'insuline dans des circuits où elles sont isolées de l'extérieur et qu'on récupère l'insuline pour soigner des hommes, moi, ça ne me choque pas, vous y êtes. Après, il y a tout à fait à l'autre extrémité un OGM qu'on relâche dans la nature et qui se reproduit avec les populations naturelles, et là, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, en fait, on sait ce qui va se passer, parce que dans un avis de l'Académie des sciences, on dit oui, au fait, de toute façon, l'évolution, on ne sait pas ce que ça fait. Ben si, on sait ce que ça fait, il y a des gens qui étudient ça, c'est leur métier, ça s'appelle la biodiversité. Quand on regarde les transferts de gènes qui ont eu lieu dans l'évolution, par exemple, nous, on a récupéré un gène de virus qui nous permet de faire un placenta. Qui est pour ? C'est génial, quoi. Ça permet aux cellules de fusionner entre elles et de faire cette barrière qui est entre la mère et l'enfant, qui laisse passer la nourriture, mais pas rentrer les cellules du système immunitaire. Trop bien. Il y a des nématodes, des petits vers du sol, qui mangent des bactéries, et puis des fois, ils récupèrent des gènes des bactéries. Et en mangeant des bactéries, il y en a qui ont récupéré des gènes qui permettent de détruire les parois des cellules végétales. Et maintenant, ces vers-là, c'est apparu plusieurs fois dans l'évolution des nématodes, ils ne mangent plus les bactéries, ils sont parasites de plantes. Ils détruisent 5 à 10% des récoltes par an. Là, vous ne votez pas pour. Hein. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous accélérez l'évolution, et notamment quand vous permettez à des gènes de se mobiliser, ce qui est naturel, ça arrive dans la nature, mais c'est plus rare, quand vous rendez ça plus fréquent, bah vous augmentez la probabilité de solutions géniales et la probabilité de solutions pourries. Si votre solution pourrie, elle est dans un fermenteur au laboratoire, vous pouvez lui casser la gueule en la chauffant à 120 degrés et 3 atmosphères, c'est fini. Si elle est dans la nature, là, bon, bah, voilà, la boîte de Pandore est ouverte. Maintenant, puisque vous voulez un engagement plus ferme, je vais vous dire ce qui s'est passé dans ce pays. L'Académie des sciences a émis un avis sur les nouveaux OGM, dont on veut nous faire croire que ce ne sont pas des OGM, alors que c'est précisément parce que ce sont des modifications génétiques que c'est utile. Bon, en disant c'est pas des OGM, et c'est bon, il n'y a pas de problème, ils sont mieux faits que les précédents. Tiens, les précédents avaient donc des problèmes? Ils sont chirurgicaux, alors ok, mais quand vous regardez CRISPR-Cas, hein, ça fait des coupures et ça corrige vraiment l'endroit où on veut, sauf que ça fait des coupures partout. Il y a un article dans Cell il y a 3 mois qui montre que sur des cellules humaines en culture, bah, ça provoque des cassures des chromosomes et des pertes de chromosomes.
Mais l'insertion se fait bien à l'endroit qu'on veut. Hein. Par contre, ça, c'est bien fait. Voilà. Donc, finalement, il y a quand même des effets de bord qu'on essaie de nous cacher. Et cet avis qui dit que tout est bien, en fait, c'est un piratage. C'est un abus d'une partie de l'Académie qui a décidé de publier cet avis, alors même qu'il y avait au sein de l'Académie des sciences des discussions beaucoup plus complexes, notamment sur la traçabilité, qui ne sont pas restituées dans cet avis. La chose s'est produit aussi au CNRS, où on a vu un avis sur les OGM qui a été publié, notamment par d'éminents biologistes, y compris des amis personnels de laboratoires de biologie cellulaire et de génétique, qui ont dit c'est très bon, il faut y aller, voilà, mais on n'a pas demandé leur avis aux écologues et aux évolutionnistes. On n'a pas pris de recul. Encore une fois, c'est ce réductionnisme qu'on s'applique à nous-mêmes, où on voit la structure toute seule dans son coin, et on ne voit pas le cadre spatial, on ne la redéplie pas, comme moi j'essaie de redéplier l'humanité, dans l'espace, c'est l'écologie, et dans le temps, c'est l'évolution. Et là, il y a des spécialistes pour ça, et les spécialistes de l'Institut du CNRS qui travaillent sur l'écologie et l'évolution n'ont pas été consultés, et ceux d'entre vous qui sont sur Evol France, leur réseau, savent très bien qu'on était un peu énervés. Donc, je ne dis pas que les OGM soient mauvais. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le riz doré, par exemple, c'était une bonne idée, et qu'en tout cas, c'était pas une bonne idée de dire qu'il fallait manger 8 kilos par jour pour avoir assez de vitamine A, parce qu'en fait, c'était 80 grammes. Donc, si vous voulez, il y a des fois, il faut être nuancé. Mais c'est vrai qu'on est quand même mis devant le fait accompli, et que ça, c'est vraiment, vraiment ennuyeux, parce que la science mérite mieux que ça. Au-delà même du fait qu'il y a ces coups de force, un autre coup de force, c'est la façon dont le gouvernement a bloqué l'avis de l'ANSES avant les délibérations des parlementaires. Puisque vous savez qu'il y avait un avis de l'ANSES qui disait « faut une étude au cas par cas », on l'a muselé. Et il est sorti quand Stéphane Foucard a révélé ça, et il ne l'a pas révélé par hasard, parce qu'il y avait des gens à l'ANSES que ça avait un petit peu énervé. Mais bon, protection des sources, le bilan, c'est que donc on a découvert qu'il y avait ce rapport après que le vote ait eu lieu. Bon, le vote n'a pas été si favorable que ça au niveau européen à assouplir la législation. Mais quand même, il y a des coups de force comme ça qui sont inacceptables, et ils ont une autre conséquence délétère. Oublions les OGM et venons-en aux citoyens. À qui les scientifiques disent c'est comme ça, c'est blanc. Et puis il y en a d'autres qui arrivent derrière, ils font non, nous on n'a pas été. Non, c'est noir. Et puis il y en a quelques-uns qui s'égosent et disent non, c'est gris. C'est moi. Vous y êtes? Les gens voient les scientifiques s'entretuer, ce qui est très sain, parce que c'est l'activité scientifique. En fait, dans le livre que j'essaie de vous vendre, là, j'ai tout un chapitre sur ce que c'est que la structure de la connaissance scientifique, selon moi, mais aussi selon des gens qui sont un peu plus intelligents et qui ont un peu plus vu le monde, des Kuhn et d'autres. Et j'essaie de dérouler ça, mais notamment cette idée que le débat, il est par essence scientifique. Et puis, il arrive ou non, à un moment, un consensus. Sachant qu'un consensus, c'est un truc où il y a toujours 10% qui ne seront pas d'accord. C'est soit des vieux cons, soit des mecs qui ont vu un truc que les autres n'ont pas vu et qui n'arrivent pas à communiquer dessus. Bon, mais il y a des consensus à certains moments. Mais c'est normal, le débat. Comme on enseigne la science comme des trous-ducs, on va le dire, on enseigne aux gamins la science comme des résultats, des données, des faits. Mais non, c'est un débat. Alors un débat argumenté, c'est des expériences, des choses comme ça. Du coup, quand on a formé à cette idée que la science, c'est des faits et des vérités, les citoyens ne sont pas du tout prêts à avoir le débat. Et quand en plus on se met dans la situation d'avoir le débat après avoir émis les opinions, plutôt que de les avoir, ces débats, avant d'émettre l'opinion, quitte à ce que ce soit une opinion nuancée, avec des indications d'opinion minoritaire, on décrédibilise la science. Or ça, on ne peut pas se le permettre. Parce que moi, je crois en la science. Sinon, je ne passerai pas ma vie à écrire des choses là-dessus et à essayer de les dire. Donc ce qui s'est passé sur les OGM est toxique, d'abord quant à la décision qu'on pourrait prendre, mais c'est toxique aussi quant au lien entre la science et la société. Alors, je pense qu'on va... Il y a encore une question au fond, là-bas? Oui? Ok. Oui, bonsoir et merci pour la conférence. Donc c'est la deuxième fois que je vous écoute à Montpellier, donc c'est toujours avec plaisir. La dernière fois, c'était au lycée Joffre. Ah oui, c'est pas tout. Avec Francis Allais, oui. Donc moi j'ai une question, je suis pas sûr qu'elle soit bonne, enfin que j'ai compris ce que vous avez dit. Moi
moi j'ai compris que selon vous, on aurait en fait en nous un mauvais fond et que la culture chercherait à supprimer ou atténuer ce mauvais fond. Quand je prends l'exemple des hommes violeurs, là, c'est ce que j'ai compris. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est des primates, hein, c'est pas... Oui. Enfin oui, il y a aussi des hommes, enfin, c'est vrai. Je parlais des adolescents violeurs, oui. Oui, donc est-ce que l'inverse ne serait pas vrai aussi, voire plus? Moi, j'ai en référence, comme je suis un peu ancien, les propos d'Albert Jacquard à l'époque. Donc moi, pour l'avoir aussi écouté dans un amphi d'université, qui cherchait à comparer l'inné et l'acquis, et qui, lui, bien qu'il soit généticien, disait que 90, je sais plus, enfin, que le culturel avait une importance fondamentale dans nos comportements. Donc, est-ce que plutôt que d'apprendre la science, il ne faudrait pas... apprendre les bonnes manières. Voilà, les bonnes manières, la poésie, le vivre ensemble, voilà. Et puis, est-ce que c'est pas la culture qui a un mauvais fond et qui est puissante plutôt que la nature? Non mais, alors, je ne pense pas que l'homme soit fondamentalement mauvais. Il est vrai, votre question est pleine de finesse, parce que c'est vrai que souvent j'ai montré des traits pas top. Mais moi, je vis dans la musique. Hein. J'écoute du classique du matin au soir. J'ai tout le temps un casque sur moi et dès que j'ai 2 secondes, je me plonge là-dedans pour travailler. Voilà. Moi, je ne vivrais pas sans ça. Je suis passionné d'architecture. L'architecture européenne, elle a fait des choses absolument merveilleuses. Donc, moi, je vois la beauté de l'homme. Mais ça, tout le monde le voit. Alors, la chose est qu'on n'est ni bon ni mauvais. C'est comme l'évolution, c'est comme les OGM, c'est comme les couteaux, on est. Voilà. Là, maintenant, quand vous dites 10-90, je vous invite à examiner la question suivante. C'est dans ce 90 de culturel, qu'est-ce qui n'est que de l'amplification du 10? Et là, parce que la culture et l'évolution biologique, c'est inséparable. Elles sont mariées, entrelacées, entreépousées, engrainées. Et donc, la question, c'est combien de traits qui sont effectivement culturels parce qu'ils sont transmis des parents aux enfants ou entre enfants qui jouent ensemble, combien ne sont que des amplifications spontanées de notre fond biologique? Et ça, c'est une question complètement ouverte. Mais moi, je n'ai pas envie de dire à combien de pourcents on est culturel, à combien de pourcents on est biologique, parce que j'ai bien compris que les deux sont contexturés en nous. Et puis d'autre part, on voit quand même qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à vaincre culturellement. Enfin, MeToo, beaucoup d'entre nous ont quand même appris des choses qu'ils n'avaient pas imaginées. Hein. Et je crois qu'il faut vraiment s'interroger quand même sur cette possibilité que même si c'est 10% amplifié dans 20% de culture, ce soit quand même la partie qui nous reste le plus à gérer. Mais j'ai pas dit que l'homme était mauvais. Il est gris, il n'est pas blanc, il n'est pas noir. Bonsoir. Bonsoir. Une petite question. Bonsoir. J'ai vu que vous faisiez partie d'une université chinoise et cette relation, qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça change pour tout ce que vous nous avez présenté? Pardon? Ah bon? Alors, la Chine, en fait, a surfé sur un défaut du financement de la recherche européenne, qui est qu'en Europe, c'est difficile d'avoir de l'argent. D'accord? Moi, en Chine, alors, j'y ai pas en fait vraiment été, parce que la COP est passée par là, et donc j'ai des liens distanciels, j'aide à faire des papiers, à monter des projets de recherche, mais c'est assez limité. Bon. Sauf que lorsque j'ai été accueilli pour mettre au point le truc, on m'a bien fait comprendre que jusqu'à 50 000 euros, il n'y avait pas de questions à poser. En plus de mon salaire. D'accord? Qui était quand même de 2 fois 8 000 euros pour 2 mois de présence négociable à 1 mois. D'accord? Quand vous travaillez en France, 50 000 euros, c'est pas la rente que vous avez. Moi, on a 1 000 euros par chercheur dans mon équipe. Donc, beaucoup de chercheurs se sont exportés. Certains, je n'hésite pas à le dire, l'ont mal fait. C'est-à-dire qu'ils ont exporté leur savoir-faire et ils ont été faire là-bas tout ce qui faisait de brillant ici et qui faisait qu'ils avaient été invités. Bon, moi, j'ai plutôt développé d'autres activités.
en interaction avec les équipes sur des sujets qui étaient différents. Mais je n'ai pas en fait développé non plus grand-chose, puisque, comme je vous l'ai dit, le contact humain a cessé, et sans contact humain, il n'y a pas vraiment de recherche efficace. Ce qui fait que c'est un peu con, quand on est français, d'avoir une équipe en Chine. On préférerait être mieux financé ici. Alors, cette question-là est complexe, mais c'est vrai que le lien de la science européenne... Bon, il y a eu un programme en Chine qui s'appelle 1000 talents, qui ne s'arrêtait pas à 1000 talents, mais qui visait à recruter de très bons talents européens, alors moins bons d'ailleurs, parce que je ne pense pas qu'ils aient vraiment fait un Chopin en me prenant à bord, surtout vu la philosophie que je développe là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une stratégie d'exploitation qui n'est pas simplement basée sur l'attractivité qu'ils ont déployée, mais aussi sur le fait que nous, on ne sait pas entretenir nos équipes de recherche. Et il y a pire encore, il y a des scientifiques qui partent en retraite parce que c'est l'âge de partir en retraite, et qui ont la chance, c'est des métiers où souvent au moment où on part en retraite, on est encore en état de fonctionnement, ou au moins on croit assez l'être pour avoir envie de continuer à l'être, et donc ils partent en Chine, quoi. Ils partent en Chine. Complètement. Et donc, voilà, c'est un lien qui peut être intéressant pour développer une activité scientifique, mais il ne faut pas exporter les savoir-faire. Bon, vous allez me dire, dans l'industrie, on a à peu près tout exporté sous le prétexte de faire des usines là-bas. Et même, d'ailleurs, récemment, ils ont construit un avion qui est un Airbus modifié au niveau du bout. Donc, c'est difficile. Mais si vous voulez, moi, je suis... Voilà, aller être professeur à plein temps et s'investir complètement dans une autre université européenne, je le fais à Gdansk. Mais c'est vrai que le lien avec la Chine pose problème. Il pose problème parce que demain, en fait, il y a des volontés hégémoniques et de compétition qui sont claires. C'était ça que vous vouliez entendre ou... Merci pour cette dernière question. Merci Marc-André Sellos. Et puis merci à toutes et à tous. Si vous voulez continuer sur le sujet, vous pouvez toujours vous procurer l'ouvrage de Marc